Y a-t-il des raisons qui expliqueraient la volonté manifeste des chefs d'État africains de s'éterniser au pouvoir? La question mérite, à l'instant du débat, d'être posée sur Angle de Vue, votre émission qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent en ce moment, outre le Mali, qui a vu l'intervention de l'armée après des mois de mobilisation populaire pour pousser Boubacar Keïta à la démission. Il y a la Guinée, où le président Condé brigue un troisième mandat, tout comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Inutile de revenir sur les nombreux pays du continent où des chefs d'État cumulent plusieurs décennies, chacun avec des modifications constitutionnelles répétitives à plusieurs reprises. La vie après le pouvoir s'est révélée turbulente pour des anciens présidents. Le dernier cas en date, la Mauritanie, où Mohamed Ould Abdelaziz, l'ancien chef de l'État, a passé une semaine dans des locaux de la police. Officiellement, il y était interrogé sur des soupçons de corruption. Sous sa présidence libérée, il ne jouit plus que d'une relative liberté, puisque son passeport a été saisi par les autorités. Au Botswana, Yann Kamar a longtemps fait l'objet d'accusations de détournement de fonds de la part du régime à qui il a librement transmis le pouvoir au terme de ses deux mandats constitutionnels. C'est des experts indépendants qualifiés récemment de fabrication, les accusations de détournement de fonds et de tentatives de déstabilisation politique lancées contre sa personne par le président Mogwesi Masisi, qui était son vice-président en Angola. Autre exemple de passation du pouvoir à un ancien proche, ce sont les fils dos Santos, José Filomeno, sa sœur, et leur demi-sœur Isabelle, qui ont maillé à partie avec les autorités politico-judiciaires. Le fils vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme, tandis qu'Isabelle, poussée à l'exil, a vu ses avoirs dans toutes les banques et structures du pays gelés. José Eduardo dos Santos sera-t-il bientôt inquiété? Afrique, multiplication des poursuites contre d'anciens chefs d'État, la peur du lendemain comme raison pour se maintenir au pouvoir. C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Aimé Tiefa, vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Mohamed Ould Abdelaziz a été gardé une semaine dans les locaux de la police de son pays. L'ancien chef de l'État semble définitivement, on va dire, être tombé en disgrâce. Patrick Armand-Pouillon, quelle lecture faites-vous des déboires de l'ex-homme fort de la Mauritanie? Je crois que lorsque nous voulons poser des actes, il faut que nous posons des actes qui éduquent, qui permettent d'évoluer, qui permettent la paix, la sérénité, qui permettent de consolider les institutions démocratiques. Mais lorsque nous posons des actes et qui tout porte à croire que ce sont des actes de anéantir un adversaire politique, il faut faire très attention. Parce que cet adversaire politique a été chef d'État. Et il est impossible de démontrer dans le monde entier qu'un ancien chef d'État n'a pas une partie de l'armée avec lui. Un ancien chef d'État qui plus est un général a certainement des gens avec lui. Donc bref, il faut que nous fassions attention non seulement à poser des actes qui sécurisent, mais aussi à envoyer de bons signaux aux autres pays, parce que le monde est devenu un village planétaire et le traitement fait à ceux-là peut pousser certains à s'éterniser au pouvoir. Mais je voudrais déjà dire que dans les deux sens, c'est dangereux. S'éterniser au pouvoir sans la manière, en tout cas s'éterniser au pouvoir, c'est dangereux. Et aussi quitter sans la manière, c'est aussi dangereux. C'est ce que nous allons analyser dans cette émission. Voilà, interrogatoire policier, rétention de passeport, restrictions imposées à ces mouvements. Mohamed Ould Abdelaziz n'est-il pas en train de vivre le sort de l'un de ses nombreux opposants? Je ne saurais le dire parce qu'au fond, je ne connais pas le dossier dans le fond. Les faits qui lui sont reprochés, que vous et moi nous avons suivis sur les médias, sont les faits que le ministère public estime qu'il aurait commis au regard des différents actes posés alors qu'il était président de la République. Donc je dis supposé. Si la justice est équitable en Mauritanie, j'espère qu'elle l'est, et que celui-ci a été accusé par le ministère public, il a le droit de constituer sa défense et de déposer des preuves ou de disculper, parce que c'est celui qui accuse en droit qui apporte les preuves. Si le ministère public l'a accusé, c'est au ministère public d'apporter les preuves. Et lui, il a le droit
de constituer une défense autour de sa cause et de disculper les preuves que le ministère public aurait apportées. Si ce qui est fait uniquement pour la justice, pour l'état de droit, pour la consolidation de la paix, pour donner l'exemple qu'à tout moment, les actes que nous posons une fois au pouvoir peuvent nous éclabousser. Si c'est fait dans le cadre de la lutte contre la corruption, je salue cela et je dis que ça continue. Mais si c'est fait pour atomiser un potentiel adversaire, même si lui-même ne peut plus revenir au pouvoir, mais détenant quelques parcelles de pouvoir, contrôlant des parties du territoire national, ayant encore un grand vivier électoral dont il peut faire usage à tout moment pour faire mal, donc si cette démarche c'est un règlement de compte politique, ce n'est pas souhaité. La justice n'est pas quelque chose qu'il faut manipuler. Il faut juste simplement la laisser libre pour qu'elle fasse le travail pour lequel elle est instituée. Alors, dans l'un ou l'autre des deux cas, ce qui est important, que nous n'allons pas perdre de vue, c'est que lorsque vous assumez des charges au sommet de l'État, que jamais la vertu ne vous quitte, que jamais les valeurs humaines et universelles ne vous quittent, puisque tôt ou tard, la justice finit par triompher. Tôt ou tard, la vérité finit toujours par triompher, et tôt ou tard, la cause des justes finit toujours par triompher. Donc, je voudrais simplement que nous ne perdions pas de vue que, en dépit de tout, ce qui importe, c'est la vraie justice pour la paix et le développement. Alors, l'ancien chef d'État a dirigé, on le sait, de 2008 à 2019, arrivé à la tête du pays avec un putsch. Il a organisé des élections qu'il a gagnées un an plus tard. Il a été réélu une seconde fois. Aujourd'hui, il est gardé à vue sans faire l'objet d'aucune mise en cause formelle. Il a d'ailleurs refusé de répondre aux questions de la police qu'il a gardé une semaine environ. Est-ce que, selon vous, ça ressemble à une intimidation ? De toute façon, retenez ceci. Moi, je n'aime pas les si lorsque les faits sont clairs. On ne juge pas un président en Mauritanie devant des institutions de premier niveau. On juge un chef d'État en Mauritanie devant la haute cour de justice. Lorsqu'on ne le fait pas, on n'est plus en droit, on n'est plus dans la justice, on est dans la politique. Ça là, il n'y a pas de si pour ça. Nous sommes dans un cas où on est en train de faire de la politique. Et en faisant de la politique et en ne faisant pas du droit, on met les institutions en danger, on met les institutions en insécurité. Je voudrais aussi rappeler à Aimé Chefa qu'en Mauritanie, le président mauritanien est capable, a juridiquement le droit d'être candidat aux prochaines élections. C'est qu'il n'était pas autorisé à être automatiquement, mais il est possible qu'il soit candidat selon les tests actuels. Donc on le persécute parce qu'on a peur de lui. Et ça, l'histoire de l'Afrique, elle regorge de ça. C'est aussi clair que ça. Vous allez en Angola. Oui, la fille du président Eduardo dos Santos est un potentiel candidat aux élections présidentielles. Il faut les empêcher d'y être. Ça là, non. C'est-à-dire, si nous ne pouvons pas prendre position sur des faits aussi clairs, et nous parlons en termes de si, nous ne pouvons pas avoir le courage et le droit de nous adresser aux présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir et leur dire de quitter le pouvoir. Autant nous devons leur dire de quitter le pouvoir, autant nous devons être droits dans nos bottes pour dénoncer les persécutions qu'on leur fait lorsqu'ils ont quitté le pouvoir. Alors, Aimé Chefa, au Togo, par exemple, on sait qu'une proposition de loi est passée et disculpe le chef de l'État de tout ce qui a pu lui être reproché au cours de l'exercice de ses fonctions. Est-ce que vous êtes pour ce type de loi dans les pays africains, pour aider, pourquoi pas, ou rassurer les chefs d'État après leur passage à la tête des États? Avant d'en arriver au Togo, c'est important que je précise à Patrick Amampoyon, Isabelle dos Santos ne m'a pas dit qu'elle serait candidate. Je n'en sais rien. Je ne la connais pas. Et jusqu'à ce jour, elle n'a dit nulle part qu'elle serait candidate. Poyon a parlé de potentiel. Oui. On sait qu'elle a le profil indiqué. Ok, potentiel signifie, d'accord, qu'elle a tout pour l'être, n'est-ce pas? Ok. Je n'ai pas eu de conversation avec elle. Et je ne peux pas, n'étant pas Dieu, dire dans tous les cas, elle peut l'être. Ou dans tous les cas, elle l'est déjà. Je suis scientifique. J'ai l'obligation d'observer la circonspection. Je ne suis pas Dieu. Alors si les variables que j'introduis dans mon analyse n'étaient que d'un seul bord et qu'à l'arrivée ne se vérifiait pas, je préfère tabler sur toutes les variables, utiliser toutes les possibilités et en fait ne produire qu'un matériau. Voilà, c'est qu'une analyse pourrait ou d'autres analyses pourraient utiliser. Maintenant, pour en venir au Togo, la loi telle qu'elle est votée, et vous le dites,
Je dis simplement que c'est une immunisation à vie. Pourquoi immuniser quelqu'un à vie? On peut tenter des réponses ou des simulacres de réponses. Si vous-même vous reprochez quelque chose, vous allez trouver les moyens de faire voter une loi qui vous immunise à vie. Si la gestion que vous avez faite est scrabreuse et à tout point de vue est émaillée de cas de violation des droits de l'homme, et si vous êtes conscient de ce que, après votre retrait, vous n'allez pas jouir d'une retraite paisible, parce que certainement, il y a des cadavres dans vos placards qui vont vous hanter, vous rechercherez les voies et moyens de vous donner le support nécessaire pour être tranquille. Ça, ce n'est que du point de vue des humains, mais du point de vue de votre conscience intrinsèque. En tant qu'être humain, vous ne serez pas tranquille. Et la vraie prison, en définitive, c'est la prison de notre conscience intrinsèque. C'est la prison de nous-mêmes. L'œil de Caïn poursuit toujours là où on est, même si on s'entoure d'une tour d'ivoire. Alors, pourquoi ne pas voir les choses en ces termes? C'est vrai que la dimension dans laquelle j'inscris mon analyse est un peu trop spirituelle ou un peu trop philosophique. Mais je crois quand même qu'on ne peut pas aussi diriger un État sans philosophie. On ne peut pas aussi diriger un État sans spiritualité. Parce que d'ailleurs, l'homme est esprit avant d'être physique. Donc, à mon avis, il faut que la loi observe les 3 caractéristiques de toute loi juridiquement conçue. C'est-à-dire, la loi est générale. Elle ne vise personne. Elle est faite pour tout le monde. La loi ne peut pas être élaborée juste pour servir quelqu'un. La loi ensuite est impersonnelle. Elle ne vise personne. Mais elle est faite pour toute personne. Et ensuite, la loi est faite pour résoudre des problèmes. Mais surtout pour la paix et la stabilité nationale. Et c'est pour que on ne permette pas aux uns et aux autres de contourner la loi simplement que le droit a pour premier principe, nul n'est censé ignorer la loi. Donc même si vous vous abritez derrière une présomption d'ignorance, le droit justement dit, vous n'avez pas le droit d'être ignorant par rapport à ça. Alors si la loi est générale, impersonnelle, et puis vise à résoudre des problèmes qui sont concrets, je ne sais pas pourquoi il ne faut pas la voter, mais s'il faut la produire, ou s'il faut agir pour une fabrique de lois pour se servir en asservissant les autres, à tout point de vue, ça pose un problème. Et l'accumulation des frustrations finit toujours par engendrer des comportements contraires aux normes démocratiques et à la paix. Par rapport au Togo, une réaction, Patrick Amantoyo? Oui, je constate que Jefa prend beaucoup de temps pour ne pas parler. C'est-à-dire, il prend beaucoup de temps pour éviter la question, pour faire toujours de généralité. Pourquoi tu ne veux pas parler du Togo? Il faut parler du Togo. Tu vas aller au Togo, il n'y aura pas de problème. Parlons du Togo. Cette loi ne protège personne. Personne. C'est une loi qui ne protège personne. La seule chose qui protège les chefs d'État, c'est le dialogue, c'est le consensus, c'est la paix. Je vais vous donner des exemples. Si en Angola, le président angolais avait fait une conférence nationale avec une vérité, justice et réconciliation, il serait aujourd'hui tranquille, même si c'est son opposant qui avait gagné le pouvoir. C'est-à-dire qu'on pense qu'il suffit que je choisisse mon dauphin, je suis tranquille. Non, c'est une erreur. À partir du moment où les règles sont assez claires, on sait parler, on sait pardonner, même si le pardon n'est pas du cœur, mais selon, on a trouvé des consensus, ça protège les arrières du chef de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, le président, par exemple, du Congo et Brazzaville, n'est pas plus à l'aise au pouvoir qu'il ne le serait s'il y a un dialogue national qui fait que les élections sont démocratiques et tout ça. Le peuple n'acceptera pas que quelqu'un vienne lui chercher les poux dans les cheveux. Donc, aucune loi ne protège qui que ce soit de quoi que ce soit. Aujourd'hui, les juridictions internationales ne sont pas régies par les lois nationales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a dit, il a voulu cacher ça dans la spiritualité. La spiritualité est trop pratique aujourd'hui, ça n'a rien de spirituel. Si tu fais du mal, tu vas payer. Que la justice ne règle pas, toi-même, tu vas payer. Tu tues quelqu'un, tu vas payer. Tu pilles des pauvres, tu vas payer. Ça là, c'est clair. Ça n'a rien de spirituel. C'est clair et net. Des gens qui meurent à 60 ans, 63 ans. Mobutu est mort à 63 ans. Vous croyez qu'il y a quelle prison, quelle justice qui peut faire plus que ça? Donc, c'est pour dire que véritablement, allons clair, parlons trait, pour que les gens tirent des leçons pour changer. La loi ne protégera pas
quelqu'un qui a tué. Le sang de celui qui l'a tué va lui régler des comptes. La loi ne protège pas quelqu'un qui a pillé. Leur misère va lui demander des comptes. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est pas spirituel, c'est concret, c'est clair et net. Les gens ont peur de coronavirus. C'est ce qu'ils ont fait qui envoie coronavirus chez eux. Bref, c'est pour dire que clairement, il faut que nous ayons un comportement digne dans tout ce que nous faisons. Et quand même on a fait des bêtises et on veut quitter, qu'on dialogue avec la nation, avec le peuple, qu'on confesse ce qu'on a fait, qu'on demande pardon au peuple. Et après ça, tout le monde est en paix. La question du pardon peut résoudre le problème selon vous? Parce que visiblement, je vais peut-être poser le cas selon d'autres schémas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est visiblement que les anciens chefs d'État ont clairement maille à partir avec la justice et avec des régimes qu'ils ont eux-mêmes aidés à installer. Les cas et les exemples sont légion. Des anciens chefs d'État ont dû fuir leur pays. D'autres s'apprêtent à le faire au moment où nous mettons cette émission en boîte. Il y a des anciens chefs d'État qui sont mis sous convocation alors qu'ils ont quitté le pouvoir de façon libre. De l'autre côté, nous avons des présidents qui sont là depuis 30-40 ans, peut-être pour certains. Et il y en a qui, aujourd'hui, ont envie d'aller à 15-20 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre ou pour donner des gages, rassurer certains chefs d'État qui ont peut-être envie de quitter le pouvoir, de le faire? Je prends par exemple le cas ivoirien comme exemple où le président Ouattara a promis urbi et orbi qu'il allait quitter le pouvoir. Mais aujourd'hui, il n'en est rien. Il brigue un 3e mandat. Quels éléments faut-il avoir pour que les chefs d'État puissent, je dirais, quitter le pouvoir? D'abord, je voudrais dire, on ne gère pas une république avec compromission. Bon, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Une république se gère avec la loi. Je suis désolé de le dire. Si ce que Patrick Amand-Pouyon disait était si faisable, on n'a même pas besoin de constitution, on n'a besoin de rien. Mais on en a besoin. Les textes sont même écrits et il y a des conflits d'interprétation. Donc, une république est une institution sérieuse au-dessus de toutes les autres institutions. L'État est la première des institutions. Il est régi par la loi et il faut une loi pour tout. Et le seul problème réel et fondamental que nous avons en Afrique, il faut l'admettre, nous ne sommes pas respectueux des lois que nous nous donnons. Nous ne nous les donnons pas aussi en toute liberté et en toute responsabilité. Nous cherchons toujours à contourner la loi. Donc, il y a toujours des modifications de constitution. Imaginez que les lois qui étaient faites ont été faites avec beaucoup de sérieux et que tous les acteurs impliqués dans le processus y viennent avec beaucoup de conscience et de volonté et que ces lois-là sont respectées à la lettre. On n'aura pas autant de problèmes. La responsabilité revient donc au peuple, aux dirigeants. Pas uniquement au peuple. Quand nous sommes en démocratie, c'est le peuple qui élit ses dirigeants. Mais les dirigeants ont une grande partition à jouer. Tous les acteurs impliqués dans ce processus ont une partition à jouer. Ceux qui sont toujours à la recherche de fabrication de lois d'amnistie, qu'est-ce qui les préoccupe? Ils sont à la recherche de quoi? De se protéger. Et puis, nous, humains, de nos yeux, nous n'avons pas toujours vu, tous parmi eux, je dis de nos yeux, c'est ce que j'ai dit, nous ne les avons pas tous vus payer les mots dont ils sont auteurs avant de partir. Et dans le champ des croyances, laissons chacun prendre ce qu'il veut. Mais au moins pour ce qui est humain, c'est-à-dire nous produisons des lois impartiales qui s'appliquent à tout le monde. Pour qui que vous soyez, c'est ce que les Occidentaux ont de plus que nous. Une loi reste une loi, elle est due, mais on l'applique à tout le monde. Mais si nous allons les laisser trouver des compromissions, faire des conférences de réconciliation, de dialogue, de par-ci, par-ça, ça veut dire que nos États sont gérés avec de la compromission. Nos États sont gérés comme des républiques bananières. Tôt ou tard, ce sont des militaires qui prennent des armes. Et on finit par ne pas comprendre ce qui se passe. Donc, il vaut mieux proposer des lois effectives, endogènes, par rapport à nos réalités culturelles, prendre toutes les mesures qu'il faut pour que ces lois-là soient purement et simplement respectées par
tout le monde. Patrick Aman-Pouillon, le problème peut donc être le mode de gouvernance que nous avons adopté, calqué peut-être sur un schéma occidental et pas assez représentatif de ce que nous avons comme habitude et comme mode de vie. Le problème, c'est les intellectuels qui ne parlent pas clair, concret et précis. On va revenir sur ça. Aimé Chefa oublie que le consensus fait partie de la loi. Pourquoi il veut mettre le consensus comme un compromis qui est hors loi? Le consensus a valeur constitutionnelle. Lorsque le peuple s'entend, c'est ça. Mais c'est ça les intellectuels là. Et vous n'aidez pas les chefs d'État. Aidez-les à comprendre et non à ne pas comprendre. Dans cette situation-là, et puis quand on veut juger le chef d'État là, mais vous ne pouvez pas constater que tous ont géré de la même manière. Ils ont pillé de la même manière. Ils ont gouverné de la même manière. Ça veut dire que le système était mauvais. Et ce système a été conçu par nous tous. Ça veut dire que même si Aimé Chefa était président du Bénin en 1960, en 1970, il n'aurait pas fait mieux que les Mathieu Kérékou. Dans ces conditions, pourquoi on veut le juger, lui, d'avoir été victime d'un système créé? Réglons par le consensus, mettons la balle à terre, mettons de l'ordre et partons sur une nouvelle base. Le Bénin l'a fait en 1990. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait avec des armes sur le cou. Donc, résultat, 2 ans, 3 ans après, on devait s'asseoir pour corriger les imperfections dues au fait qu'on avait une situation délicate. On ne l'a pas fait. Les intellectuels ont passé tout le temps à être dans les universités au lieu d'aider les gouvernants à comprendre que les tests votés en 90 sont des tests votés pour faire partie de Mathieu Kérékou. Après ça, il faut corriger les ouvertures, les perturbations, les portes ouvertes. Il faut corriger tout ça pour mettre dans le solide. Maintenant, nous avons tous fait des erreurs. Principalement, les professeurs d'université ont fait tous des erreurs dans les tests de base. Maintenant, il y a problème. On s'assoit. Toi, tu as déconné. Mais on reconnaît aussi qu'il y a des situations atténuantes. Mais à vous au moins, vous croyez que la femme de Thomas Sankara a besoin que Blaise Compaoré soit en prison? Elle veut savoir ce qui s'est passé, c'est tout. Elle veut savoir ce qui s'est passé. À cause de cette affaire de bagarre, où on ne lui permet pas de savoir la vérité, où on veut mettre coup de Blaise Compaoré en prison, aujourd'hui, elle ne peut pas se remarier. Parce que si elle se remarie, on va dire qu'elle a trahi son mari. Donc elle passe toute sa vie à attendre vérité avant de refaire sa vie. Non, Norbert Zongo n'a pas besoin, sa femme n'a pas besoin que quelqu'un aille en prison. Elle veut comprendre. Mais on ne peut pas comprendre si on dit oui, la loi, la prison. Non. Permettez à ceux qui sont capables d'expliquer pour que ces veuves-là comprennent comment leurs maris sont morts, qu'ils aient le corps, qu'ils fassent le deuil. On veut juger Blaise Compaoré alors qu'on n'a même pas trouvé le corps de Thomas Sankara. Dans quelle justice on dit qu'il y a crime lorsqu'on n'a pas vu le corps? On n'a pas vu l'âme du crime. Donc c'est pour dire, restons concrets et accrochons-nous au droit et faisons ce que le droit nous permet de faire. Il permet qu'il y ait consensus. S'il y a consensus aujourd'hui au Congo-Brazzaville, le président et sa famille seront en paix parce qu'ils vont avouer ce qu'ils ont fait. Le peuple africain est un peuple qui pardonne très vite lorsqu'on lui a dit la vérité. Rappelez-vous la conférence nationale. Peuple béninois, militaires de croyez que nous ne connaissons pas la politique. Peuple béninois, pardonnez-nous. Kérékou qui était impopulaire est devenu populaire après ça. Parce que oui, il a été sincère. Donc bref, le consensus n'est pas une compromission hors loi, c'est dans la loi. La loi permet que le peuple s'entende pour prendre un nouveau départ. Il y a une parenthèse ouverte par Patrick Aman-Pouillon. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Vous êtes enseignant. On a beaucoup de doctrines et beaucoup d'enseignants qui aujourd'hui prêtent flanc aux modifications constitutionnelles. C'est-à-dire qu'on nous dit, parce que nous avons modifié une constitution lors du second mandat du chef de l'État, eh bien les ardoises sont remises à zéro. Il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup d'éminents professeurs qui, parce qu'ils ont parfois franchi le Rubicon entre l'université et la politique, prêtent fin à cela et défendent vaille que vaille cela, alors que normalement, quand un président a fait 2 mandats, rien ne devrait, pas même une nouvelle constitution, l'obliger ou lui permettre de candidater une 3e fois. C'est ce qu'utilise aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara et le président guinéen Alpha Condé pour se permettre un 3e round, alors même que les 2 constitutions, aussi bien ivoiriennes que guinéennes, disent clairement un mandat renouvelable, une seule. Je vais vous demander humblement d'inviter les juristes pour comprendre ça. Je n'en suis pas un. Donc si vous les invitez, ils vont vous expliquer pourquoi ils interprètent les tests comme ça. Cependant,
je peux me permettre, en tant qu'universitaire, de faire un petit commentaire qui ne serait pas profond. Pour la question qui vous préoccupe, c'est-à-dire Guinée et Côte d'Ivoire, il y a deux ressorts, le ressort technique et le ressort moral. Sur le ressort technique, il y a deux points de vue. Et quand vous analysez les deux points de vue, techniquement, ça tient debout. La logique tient debout. La Constitution, sur la base de laquelle ils ont été élus, cette Constitution dit deux mandats au plus. Un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Donc, ils ont fait leurs 2 mandats, mais entre-temps, ils ont révisé. Que ce soit en Guinée ou en Côte d'Ivoire. Après la révision, s'il s'agit d'une nouvelle république, comme en Guinée par exemple, ils sont passés à une 4e république, c'est-à-dire tout ce qui avait été n'est plus. Et sur cette base-là, les compteurs sont remis à 0. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de logique dans ça. Du point de vue logique, ça tient debout. Mais du point de vue moral, un chef d'État peut dire « J'ai été élu sur la base d'une constitution, j'ai fait 2 mandats, je n'en ai plus besoin. » Et la révision constitutionnelle que j'ai faite, en fait, c'est pour laisser une bonne constitution à mon pays. Ils ne font pas ça. Rwanda Ouattara l'a dit, mais il n'a pas respecté. Oui, j'ai dit ils ne le font pas. Donc, en définitive, on comprend que leur seul mobile sérieux et fondé, c'est de trouver des moyens pour pouvoir arriver à un 3e mandat. Vous voulez qu'il y ait de compromission autour. Quel consensus vous voulez qu'on ait autour de ça? Il n'y aura aucun consensus. Dans toute république sérieuse, il y a des lois. Il faut les respecter. Et c'est justement parce que je ne voudrais pas passer le temps à expliquer à Ama Pouyon la théorie du Djorodo, qui est un article scientifique que j'ai rédigé. Dans votre propre famille, vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez recruté votre jeune frère Germain, même père, même mère que vous. Il a le financier, il prend vos sous, il prend la fuite. Comment vous faites? Mais justement, vous allez au commissariat, ça c'est un problème de justice. C'est tout, vous allez en pénal pour cela. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Mais monsieur, toi, nous, vous ne pouvez pas faire ça, votre maman va mourir. Et on saute tout ce qui est considération, ressort juridique, et on vous entraîne dans des travers. De sorte que, non seulement vous avez perdu vos sous, mais tout le monde dit non. Quand on vous dit arrêtez, on arrête. Et donc, on vous raconte ces choses-là. Et vous êtes victime 2 fois. Vous avez perdu vos sous. Vous n'avez pas le droit de porter plainte contre quelqu'un à qui vous avez rendu service en lui donnant un emploi. Nous, on ne veut pas de ces genres de républiques. On veut seulement des républiques où ce qui est écrit est respecté et appliqué. C'est-à-dire, on dit vous ne devez pas voler. Vous avez volé. On ne veut pas comprendre les raisons pour lesquelles vous avez volé en famille. On vous envoie à la justice. Vous avez le droit de commettre un avocat. Et d'ailleurs, le ministère public vous en donne un si vous n'en avez pas. Et c'est là-bas, au cours du procès, que vous expliquerez les raisons éventuelles pour lesquelles vous avez volé. Vos liens de fraternité n'ont rien à voir avec ça. Si vous êtes un entrepreneur, si Coach Ama, Patrick Pognon, lui, il est entrepreneur, alors un de ses enfants ou bien un de ses frères à qui il a donné de l'emploi, lui vole 50 millions. S'il estime que lui veut régler ça à l'amiable par rapport à ses croyances, c'est bien. Mais qu'il permette qu'au sommet de l'État ou s'agissant de la République, que nous ne réglons pas les choses à l'amiable, mais qu'on les règle avec la justice si, je continue toujours pas dire si, la justice est une justice juste, si la justice est autonome et indépendante, et si elle n'est fondée qu'à faire son travail de reddition de la justice. Il vaudrait mieux le faire ainsi, plutôt que de raser des murs, de trouver des compromis, tomber dans des travers de compromission, et au total, on ne sait plus ce qu'on fait. Parce que c'est ça, c'est l'incapacité à respecter la loi que nous sommes produites nous-mêmes qui finit toujours par engendrer des compromissions. Rousseau l'a dit, l'homme est né libre, mais partout il est dans les fers. Et on ne peut pas avoir une vie sérieuse. La liberté est le produit d'une réglementation sociale, selon Durkheim. Donc on ne peut pas avoir pour souci d'être libre, juste, autonome et chercher tout le temps des compromissions. Il faut fabriquer de bonnes lois et les respecter
à la lettre. Patrick Mampoyon, les interprétations constitutionnelles aident aussi par certains chefs d'État à rempiler. On a vu dans de nombreux pays où, après 2 mandats ou à la fin du second mandat, les constitutions sont toilettées. On a vu par exemple en Ouganda où on a dit que visiblement le chef de l'État ne serait pas né dans l'année où on a annoncé qu'il est né. Cela lui permettrait donc de briguer un énième mandat. Les pays où ce type d'interprétation-là, ou des prétextes parfois corroborés ou accompagnés par des éminents juristes, chercheurs, professionnels et grands enseignants devant l'éternel dans nos universités, est-ce que cela ne favorise pas aussi tout ce qui fait que les chefs d'État n'ont pas forcément envie de quitter le pouvoir? Au fait, il faut commencer par dire que la théorie du Rodo que Aimé Chifa vient de nous démontrer se base sur une mauvaise justice. Et c'est cette mauvaise justice qui rend l'application des lois difficile. Lorsqu'on dit que quelqu'un qui allait chercher son frère pour gérer son argent est victime, c'est là le problème. Il va chercher quelqu'un, non pas par sa compétence, mais par son lien de fraternité, et lui, il est victime. Il fait une bêtise qui coûte qu'on vole son argent, et lui, il est victime. C'est ça. Vous pointez donc sa responsabilité. Et si son frère a la compétence, Je viens. La première chose, c'est pourquoi il choisit son frère. Est-ce parce qu'il est compétent ou parce que c'est son frère? Parce qu'il est compétent. Première chose. Deuxième chose, quelles sont les procédures mises en place pour qu'on puisse voler 50 millions? Quelles sont les procédures mises en place? On dit, vous ne pouvez pas investir sans s'investir. Toutes les nuits, avant de dormir, tous les comptables de toutes mes structures dans le monde doivent me faire un rapport. Je dois étudier ça toutes les nuits. Je fais un audit tous les soirs avant de dormir. Lui va dormir. Et c'est lui la victime. C'est ça l'erreur. C'est pour ça que nous acharnons sur le chef d'État. Mais écoutez, le chef de l'État qui est venu au pouvoir est passé par des urnes et très souvent démocratiquement, 60 et quelques %, soit 10%. Et ça, vous vérifiez, c'était vrai en ce moment. Il était populaire. Mais il y avait des gens qui disaient attention, personne ne voulait les écouter. Ils ont la bouche qui sent. Maintenant, il arrive, il prend, et on dit non, c'est lui le mauvais. Non, c'est tous ceux qui n'avaient pas écouté. Les rares personnes qui disaient la vérité en ce moment sont coupables. Maintenant, revenons aux professeurs d'université, payez-les de bons salaires et ils ne vont plus vendre leur science au service de l'argent. C'est tout le problème. Parce que si l'enseignant n'est pas sécurisé, dès que le politicien lui fait appel pour parler en son nom, pour dire, démontrer, il va trouver des points-virgules et des virgules pour démontrer ceci ou cela. Mais à partir du moment où la personne a prêté serment sur la Constitution et parfois sur la Bible pour dire je fais un mandat renouvelable une fois. Et on dit après, la Constitution a changé, donc le serment disparaît. Non! Donc à partir de cet instant, tout intellectuel doit éviter les techniques et dire, il a prêté serment. Je prends par exemple le cas des prêtres. On dit les prêtres doivent se marier. Le pape dit d'accord. Mais le problème, c'est que les anciens prêtres ont déjà prêté serment. Ils ont déjà fait vœu de ne pas le faire. On peut priver les nouveaux de ce vœu. Mais vous voulez que moi je décide d'annuler le vœu des anciens? Voilà la réalité. Donc il a prêté serment sur la Constitution, sur la parole de Dieu, pour jurer de faire un mandat renouvelable une fois. Maintenant, il dit Constitution a changé, je fais un 3e mandat, et des intellectuels viennent démontrer ça. Non! Donc c'est pour dire que il faut, vous voyez, je dis encore, là encore, les intellectuels qu'on condamne aussi, il faut aussi les sécuriser. Les salaires de minables qu'on paie aux intellectuels ne leur permet pas d'être à l'abri de ça. Vous voyez, c'est toute la République qui doit être fondée. Je donne des exemples. Regardez l'enseignant. Qui parmi nous peut parler français sur un plateau s'il n'a pas eu un enseignant pour le former? Regardez le salaire des enseignants du primaire et autres là. Prenez le journaliste. Il se bat, il prend des risques pour défendre nos libertés. Mais dès qu'il a un problème là, puis qui lui envoie 1000 francs pour pouvoir vivre. Non, nous sommes tous coupables et nous devons tous aller reconnaître notre responsabilité et changer les règles. Mais tant qu'on reste là, on donne les leçons. Moi, je vous donne un exemple. J'avais un collaborateur. C'est lui le spécialiste de la propreté, de la pureté. On ne doit pas voler l'argent. Et on a mis l'argent dessus. En moins de 2 semaines, ce qu'il a bouffé,
C'est-à-dire qu'il voulait lui être à la place pour bouffer. C'est-à-dire tant que nous n'avons pas corrigé les règles du jeu, quiconque s'assoit dans le job, il va faire la même chose. Il faut que nous comprenions. Et je vous ai dit une fois déjà ici, Sékou Touré a dit à Ouad, fais attention. C'est les peuples africains eux-mêmes qui vont tellement t'encenser qu'ils vont t'asseoir dans le poste de dictateur. Et maintenant qu'ils t'ont installé dedans, ils vont maintenant... Vous commencez par dire que tu es devenu dictateur. Je suis rentré de Cotonou, de Lomé. J'arrive. On déplace les personnes âgées de mon organisation. Le général Tissou Félix Kessou, général 3 étoiles, plus de 70 ans. On déplace ceux-là, soi-disant qu'ils veulent m'accueillir pour me souhaiter la bienvenue. J'ai dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pour me souhaiter quelle bienvenue? Des personnalités comme ça, on dit on va les déplacer tous pour souhaiter. Et que quand tu acceptes des choses comme ça, tu commences pas maintenant à devenir dictateur. Et après, on se plaint maintenant du fait que tu es devenu dictateur alors qu'on a posé des actes pour faire de toi un dictateur. Non, nous devons cesser cette logique de victime et coupable. Et nous devons tous reconnaître notre responsabilité dans ce qui se passe. Même celui qui n'est pas allé voter est responsable de ce qui se passe. Donc nous devons tous aller ensemble pour dire, moi je reconnais ma part. Et ensemble, nous allons mettre de l'ordre et nous allons gagner ensemble. Mais si on reste là à condamner, victime ici, innocent ici, non. Celui qui a pris son frère pour gérer son affaire n'est pas une victime. M. Tchefa, aujourd'hui, des conseils à l'endroit des chefs d'État pour, je dirais, favoriser ou rendre un peu plus simple le départ du pouvoir, parce que rares sont les États dans lesquels nous constituons une alternance régulière à la tête des États, et même dans ces pays-là, parfois quand l'alternance est constatée, les anciens chefs d'État ont des difficultés à être à l'aise. Non, vous ne me voyez pas donner ou prodiguer de conseils à un chef d'État. Il faut l'avoir été avant de conseiller celui qui l'est ou celui qui vient d'être descendu de charge. Ce que je dis, qui me préoccupe moi, il n'y a aucune garantie à donner à un chef d'État pour qu'il quitte le pouvoir. Aucune. Il est élu sur la base d'une constitution. Elle doit être respectée à la lettre. Et d'ailleurs, il a prêté serment pour être le garant de la Constitution. Il ne faut pas qu'il perde cela de vue. Si la démocratie que nous faisons n'est pas souchée dans notre anthropologie, nous aurons tous les problèmes. Aux États-Unis, vous avez vu d'anciens chefs d'État qui n'ont aucun problème. En France, le président d'Estaing, le jour où il a quitté le pouvoir, il était descendu de charge, il a passé service. Le lendemain, il passait dans sa rue, personne ne le saluait. Il ne comprenait pas ça. Alors il appelle quelqu'un pour dire, mais écoutez, vous me connaissez? Il dit, oui, c'est le président d'Estaing. Il dit, mais personne ne me salue. Pourquoi? Il dit, non, vous êtes maintenant un simple citoyen comme nous tous. On n'a pas à vous faire allégeance. Donc un poste politique, en fait, c'est pour servir. Si tous nos dirigeants pouvaient simplement comprendre qu'on va là seulement pour servir, et non pour se servir, et non pour asservir, ils vont descendre de leur charge avec beaucoup de bonheur et le sentiment d'avoir fait quelque chose pour la République. Et s'ils avaient partagé l'amour avec leurs concitoyens au moment où ils étaient au pouvoir, ils vont descendre et il n'y aura aucun problème. Un chef d'État peut descendre et devenir maintenant enseignant dans un institut qu'il avait créé ou qu'il recrute. Si les salaires augmentent. Bon, je ne lis pas tout à l'argent. Ah non, c'est important, c'est important. Si nous lions tout à l'argent... Pas l'argent, mais sécurité, liberté financière. Non, je ne connais personne... Celui qui n'a pas l'argent n'est pas libre. Non, je ne connais personne à qui son salaire suffit. Si on vous augmente... Moi, mon salaire me suffit. Non. Si votre salaire vous suffit, ça veut dire qu'on ne doit plus vous augmenter. Qui a demandé? Donc, non, mais vous avez dit que ça vous suffit. Oui. Alors, c'est pour dire, si il faut penser à la sécurité, augmenter toujours des salaires, on en augmentera toujours. Parce qu'à un moment donné, ce que vous avez devient caduc et par rapport à vos besoins ne répondra plus. Forcément. Puisque lorsque vous en gagnez plus, vous augmentez plus vos besoins. C'est à vous
d'ajuster vos besoins à vos salaires. Si votre verre est petit, buvez dedans. Vous n'aurez d'ambition qu'à l'aune de ce que vous avez dans vos comptes ou dans vos poches. Je crois que c'est le secret même du bonheur. Vous n'allez pas aspirer à des choses que vous savez que vous ne pouvez pas toucher. Alors, quelle éducation une république ou un État sérieux a donné à ses concitoyens? C'est le bon exemple à partir des hommes politiques eux-mêmes. Si vous voyez un homme politique avoir des maisons un peu partout, être entouré de militaires partout, vous voyez ses enfants s'amuser avec de l'argent partout, et ils sont dans une opulence ennuyante, une opulence qui a fini par les ennuyer au point où ils ne comprennent plus le sens de leur vie. Mais vous voulez que le peuple fasse quoi? Le peuple ne fera rien que de prendre ses responsabilités. Et j'ai dit, dans ces conditions, on finit toujours par inviter les forces armées dans la gestion de l'État en termes de pouvoir à exercer. C'est simplement pour cela que nos dirigeants politiques, partout où ils sont, à quelques postes où ils sont, doivent comprendre que le pouvoir est fait pour servir. Le pouvoir est simplement fait pour servir. Et quand vous avez fini de servir, parce que c'est la loi de monter, briller, descendre, vous êtes monté, vous avez brillé, mais il faut que vous descendez pour que d'autres montent aussi. Si ils sont dans cette posture, voient les choses comme cela, se donnent les moyens de le faire, cela aurait suffi comme garantie. Le fait de les humaniser, de leur créer une justice à part, de leur créer des conditions à part, de leur donner des garanties à part, pour partir, est le moyen et le canal le plus crédible de leur créer tout ce qui est important pour qu'ils soient immunisés à vie, pour violer tout ce qu'il y a comme droit de l'homme, pour se confondre à Dieu, décider de la vie des autres, d'avoir un droit de vie sur eux et de s'amuser proprement. Aucun pays sérieux au monde n'a jamais été gouverné comme ça. On fait des lois sérieuses, on les corse et on les respecte à la lettre pour tout le monde. Patrick Amonkouyon, un ancien chef d'État ou un chef d'État est-il un citoyen commun? Doit-il être jugé selon le même format? Non, non. Aimé Chifa ne sera jamais Yahi Boni tant qu'il n'a pas accédé à la fonction. Quand il vient à l'aéroport, il prend son sac, il passe comme un simple citoyen. Mais Yahi Boni ne passe pas à l'aéroport comme un simple citoyen. Nicéphore Soglo ne passe pas à l'aéroport comme un simple citoyen. C'est les discours d'Aimé Chifa qui font que les chefs d'État ne veulent pas quitter le pouvoir. Il a même dit quelque chose. La loi de monter, briller, descendre. Faux. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas descendre. C'est la loi de monter, briller et briller autrement après. Il ne descend pas. Un ancien président n'est descendu de rien du tout. Il y a plus de prestige à être un ancien président qu'à être un président. En Afrique ou bien ailleurs? Partout dans le monde. C'est parce qu'on ne lui a pas expliqué, parce qu'on n'est pas en train d'expliquer comme il faut. Yahi Boni ne sera jamais plus ce qu'il a été avant de devenir président. Yahi Boni ne sera jamais plus ce qu'il a été avant de devenir président. Nicéphore Soglo ne sera jamais plus. Nicéphore Soglo. Ibeka est quoi maintenant? Pardon? Ibeka, il est quoi? Lorsque Ibeka a eu une crise tout récemment, la rapidité avec laquelle on l'a amené à l'hôpital, on n'amènera pas un citoyen malien à l'hôpital comme ça. Nous amenions notre grand-mère à l'hôpital. Pas de la même manière. Pas de la même manière. Pas de la même manière. De la même manière. Nous allons nous écouter. Et elle était entourée de tous les soins. Nous allons nous écouter. L'ancien président a un véhicule. Toi, tu as quel véhicule que l'État t'a donné? L'ancien président. Moi, j'achète moi-même un véhicule. Oui, mais lui n'achète pas pour lui, mais on lui donne. C'est ça qui prouve qu'il est malheureux. Il est différent. Première chose. Laissez-moi la police. Deuxième chose, il a des garde-corps, tu n'en as pas. Oh. Il en a le droit. Il a des privilèges à vie. Vous savez, il faut que nous... Vous voyez, on ridiculise l'ancien chef d'État et on encourage les gens à devenir le ridicule qu'on a préparé. C'est pas possible. C'est pas possible. Alassane Ouattara ne sera plus jamais un simple individu. Il a besoin de comprendre ça pour ne pas faire ce qu'il veut faire. Le président guinéen ne sera plus jamais un simple individu. C'est plutôt ce qu'il est en train de faire. S'accrocher au pouvoir, qui est en train de diminuer leur prestige. Donc c'est très important. L'autre chose, Aimé Chifa fait croire qu'on doit garder le salaire et s'en contenter. Les amis, c'est pour ça que les gens sont en train de travailler quelque part et cherchent boulot ailleurs. Aucun de mes employés ne peut être avec moi et travailler et chercher boulot ailleurs. Parce que si vous ne tenez pas compte de sa sécurité, les amis, il n'y a personne au monde qui va gérer l'argent. Son enfant est à l'hôpital, que Dieu n'ait pas une salle dans la vie de chacun de nous. Et il va dire intégrité, ne pas prendre pour aller soigner son enfant. Il n'existe pas. C'est cette théorie-là qu'on fait en Afrique. On doit se contenter de son salaire. Non, il faut sécuriser la personne. Je vais vous donner un exemple.
Quelqu'un travaille à la banque. Rapidement. Toute la journée, elle gère des millions. Le soir, il n'a pas 1000 francs pour aller à la maison. Le jour, elle a dit ça à son patron, la patronne a démissionné. Elle dit, ce métier est dangereux. Terrer des millions toute la journée, ne pas avoir 1000 francs pour aller à la maison. Non. On ne pourra jamais donner suffisamment d'argent aux gens, mais il faut donner le minimum pour permettre à la personne de vivre une vie décente. Si ce n'est pas le cas, celui qui a créé la loi est responsable du détournement. M. Tchefa, 15 secondes. Oui, je voudrais simplement dire que les dirigeants africains qui se terrent au pouvoir et qui ne voudraient pas partir n'ont besoin d'une autre garantie que du respect strict de leur constitution. Voilà, c'est votre avis. Il aura été clair. Débat contradictoire entre Patrick Amon-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise, face à Aimé Tchefa, sociologue expert en stratégie de développement. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue.